Bonjour, ici Jean-François Follet, agronome pour Semence Pride. Bien, cette année, les champs de soya sont d'une beauté remarquable dans la majorité des régions du Québec. Il y a toujours des exceptions, évidemment, mais en général, je pense que la récolte 2020 s'annonce vraiment bien. Regardez toutes les belles gousses ici qui sont produites. Et il y a encore beaucoup de fleurs ici qui restent à être pollinisées. Donc, je pense qu'il ne faut pas s'asseoir sur nos lauriers et continuer de tenir cette belle culture-là à l'œil. C'est vraiment encourageant. Donc, certains d'entre vous avaient déjà appliqué un fongicide pour prévenir l'apparition de maladies. Il va sans dire que les risques d'infection par la moisissure blanche étaient plutôt faibles jusqu'ici, mais il ne faut pas s'asseoir sur nos lauriers. Je me souviens encore de 2018 où dans certaines régions, on s'était cru à l'abri de la maladie, mais que de grosses surprises nous ont sauté au visage rendu à l'automne. Il faut dire que la sclérotinia, c'est une maladie qui peut nous jouer de méchants tours. Avec un taux d'infection aussi faible que 10 %, les pertes de rendement se situent entre 135 et 335 kg à l'hectare, ce qui représente des pertes monétaires de 60 à 150 pièces l'hectare pour du soya à 450 pièces la tonne. Donc, pour qu'une maladie apparaisse, il faut rencontrer 3 facteurs en même temps. Donc, il faut avoir l'hôte, évidemment, dans le soya, dans ce cas-ci, le pathogène et ensuite l'environnement. Cette année, l'eau était absente de l'équation de l'environnement pendant les premiers stades de floraison du soya. Donc, les chances de voir apparaître la maladie étaient très, très faibles. Je dis bien « était » parce que la situation peut changer à très court terme. Pourquoi? Parce que pour qu'une sclérote germe et produise des apothécies, il faut juste quelques jours d'humidité au sol. Donc, les chanceux d'entre vous qui avaient reçu les pluies des dernières semaines ont vu leur soya pousser de façon remarquable et fermer les rangs. Et cette fermeture du couvert végétal emprisonne l'humidité dans la zone d'infection. Aujourd'hui, on est le 26 juillet, le 26, non, on est le 21 juillet, excusez. Je pense à mes vacances, c'est pour ça. C'est ça. Donc, aujourd'hui, 21 juillet, le taux d'humidité a beaucoup baissé. Mais à quoi ça ressemble sous le couvert végétal? On va regarder ça ensemble. Ici, j'ai installé des hygromètres dans le champ, donc au-dessus du couvert végétal et sous le couvert végétal. Donc ici, au-dessus du couvert végétal, ce qu'on voit, c'est qu'on a 41 % d'humidité et 30 degrés Celsius. Okay? Si on se déplace sous le couvert végétal, on sent déjà que c'est plus frais ici, on est à 77 % d'humidité et 26 degrés Celsius. Donc, 66 % d'humidité, ils sont à 42, donc on a 24 % d'humidité de différence. Et on est à 27 degrés, donc on a 3 degrés plus frais sous le couvert végétal. La température idéale pour la germination des sclérotes et la formation d'apothécies se situe aux alentours de 10-20 degrés Celsius. J'ai bien dit idéal parce que la fenêtre de température est en fait de 5 à 30 degrés Celsius, comme on le rapporte dans plusieurs articles scientifiques. On entend toujours dire que la maladie entre par les fleurs. C'est vrai, mais juste en partie. En fait, ce qu'on doit savoir, c'est que pour se développer, les spores ont besoin de tissus végétal très tendres. Les tissus les plus tendres, c'est quoi? C'est les pétales et les tissus en décomposition. On pourrait dire, grosso modo, que la pétale est au spore, ce que le pablum est pour le bébé. Okay? Donc, oui, la maladie peut infecter un plant de soya directement par la fleur, mais aussi à partir de pétales qui sont tombés sur le feuillage ou à l'aisselle des tiges. Donc, le spore qui aura infecté ces pétales-là, qui se sont détachés de la fleur, le spore va se développer en mousse et aura alors assez de force et d'énergie pour pénétrer dans la tige, le feuillage et infecter le plant de soya, qui aura alors de la difficulté à transloquer sa sève pour remplir les gousses. Pour bien comprendre l'importance de cette maladie et des impacts potentiels, c'est intéressant de s'attarder à quelques statistiques. Tantôt, je parlais du 10 % d'infection qui occasionne des diminutions de rendement. Mais à chaque 10 % d'infection, ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a production de 1 kg à l'hectare de sclérotes, les fameuses petites crottes de souris. Donc, à chaque 10 % d'infection, il y a 1 kg qui est formé. Puis cette production-là de 1 kg, ça représente 12 sclérotes par mètre carré. Okay. Les sclérotes peuvent survivre plusieurs années au sol, on le sait tous. En général, environ seulement 15 % des sclérotes vont survivre à l'hiver, ce qui nous ramène de 12 sclérotes par mètre carré à peu près 2 sclérotes viables par mètre carré. Et il y en aura aussi moins en eau-de-île parce que les sclérotes vont être soumises au gel et aux aléas climatiques, comme on dit en beau français. Une sclérote produit en moyenne 3 apothécies qui produisent chacune à peu près 2 millions de spores, donc plus de 6 millions de spores par sclérote. Pour se développer sur les pétales ou les tissus en décomposition, les spores auront besoin d'humidité. On parle d'ici d'une quarantaine d'heures de feuillage mouillé ou
de courtes périodes de 12 à 15 heures d'humidité étalées sur quelques jours. Des faibles averses ou des rosées fréquentes produisent un microclimat très favorable au développement de la maladie. Puis avec toutes les fleurs encore présentes sur les plants de soya, comme on a vu tantôt, et la fermeture des rangs, les conditions climatiques des prochains jours qu'on annonce pourraient bien nous préparer à quelques surprises à l'automne. Alors, est-ce qu'on met un fongicide ou non? La réponse, c'est pas simple. Il serait très facile de s'en tenir aux recommandations habituelles qui mentionnent que les stades d'application de fongicides pour la moisissure blanche, c'est de R1 à R3. On pourrait s'arrêter là. Mais dans le cas qui nous intéresse ici, on a des cultures luxuriantes. Les rangs sont fermés. On a une grande quantité de fleurs encore sur les plants, des pétales, et un microclimat idéal sous le couvert végétal, comme on vient de voir, c'est très humide. Et plus frais aussi un peu. Donc, si vous avez un historique de sclérotinia, les 3 facteurs nécessaires à la maladie sont optimum en ce moment. Okay. Donc, si vous appliquez un fongicide, les points les plus importants à retenir, c'est quoi? C'est que les fongicides sont préventifs. Si vous attendez de voir de la maladie dans le champ, il est trop tard. Les produits ne vont pas guérir un plant, mais on va pouvoir limiter les dégâts au mieux. Okay? L'autre chose très importante, c'est mettre de l'eau, de l'eau, de l'eau. Okay? Ce n'est pas du glyphosate qu'on arrose à 10 gallons à l'acre. On veut mettre du produit, on veut que le produit atteigne la zone d'infection qui est vraiment sous le couvert végétal. Fait que qu'est-ce que ça prend? Ça prend de l'eau. C'est 20 gallons, 25, 30 gallons. Le plus va être le mieux. Okay? Là, je ne parle pas de 20 gallons à l'hectare, c'est à l'acre. Donc 200 litres à l'hectare, 250, 300 litres à l'hectare. Puis on peut abaisser la rampe aussi un peu pour aider, pour projeter les gouttelettes le mieux possible sous le couvert végétal, sous le feuillage. Parce que la zone d'infection est là. Puis ces produits-là, c'est pas des produits qui sont aussi mobiles dans la plante que du glyphosate, qui est un herbicide. Ici, le fongicide, ça peut être mobile un peu dans la plante, mais ceux qui sont mobiles, on dit qu'ils sont mobiles dans le xylème, donc ils sont mobiles du bas vers le haut. Le produit ne sera pas transloqué du haut vers le bas. Okay? Donc, il faut aller le plus bas possible dans la couverture végétale pour protéger les fleurs et le feuillage plus haut dans le plant. Okay? Donc, vos champs de soya sont magnifiques. Il y a encore beaucoup de fleurs. On est au stade R3 et plus, mais la partie n'est pas encore terminée pour autant. Donc, gardez l'œil sur vos plus beaux champs et restez avec ces performances avec Pride.